Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, manifestation des enseignants au Bénin. Ils étaient des milliers ce mardi dans les rues de Cotonou, la capitale. Enseignants de la maternelle au secondaire exigent notamment l'amélioration de leurs conditions de travail. En Ouganda, des policiers se sont mobilisés pour dénoncer les violences faites aux femmes. Les violences domestiques restent très présentes dans le pays classé 115e sur 152 par les Nations Unies sur les inégalités des sexes. Et puis débat autour de la réforme du code minier en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila convoque les opérateurs du secteur. Adopté au Parlement fin janvier, le code minier révisé n'attend plus que sa promulgation par le chef de l'État. La grogne sociale dans le secteur public béninois se poursuit. Cette fois-ci, c'est au tour des enseignants. Ils étaient nombreux ce mardi dans les rues de la capitale Cotonou. Enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire réclament entre autres la régularisation de leur situation financière, mais aussi des mesures pour lutter contre la précarité des vacataires. Lefteounou Ibrahima Djomaba. Au Bénin, les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ont manifesté leur mécontentement ce mardi 6 mars 2018 à Cotonou, la capitale économique. C'est à la faveur d'une marche pacifique de protestation pour la non-satisfaction de leurs revendications. Le gouvernement avait signé le 21 novembre 2015 les décrets portant statut particulier des enseignants. Cependant, l'application des arrêtés par l'exécutif peine à s'effectuer malgré les différents dialogues sectoriels, sociaux et national. L'échec des négociations a conduit aux débrayages qui sont en cours depuis cette semaine. Quelle disposition législative ou réglementaire fonde un tel compte rendu? Le gouvernement veut-il ainsi apaiser le mouvement ou le radicaliser? Dans tous les cas, les écoles, collèges et lycées du Bénin sont déjà fermés. Les enseignants attendent impatiemment la radiation des corps et des effectifs de la fonction publique, car lorsque tous les canaux de la démocratie et de l'état de droit sont fermés, il ne reste que le devoir de désobéir. Les 96 heures de grève reconductibles sont effectives à compter de ce mardi 6 mars 2018. Entre autres revendications, les enseignants exigent la régularisation de la situation administrative et financière, ainsi que l'amélioration de la situation de précarité des enseignants vacataires. Je voudrais vous dire que le gouvernement reste la main tendue au dialogue. J'ai compris et le gouvernement l'a entendu. Vous attendiez les salaires et les salaires sont dans les comptes depuis hier soir. Allez les vérifier aujourd'hui. Allez dans les banques aujourd'hui, vous aurez les salaires. Le Front d'action des syndicats de l'éducation nationale, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale et l'intersyndicale de la maternelle et du primaire entendent s'investir et poursuivre les débrayages afin d'obtenir l'application des statuts particuliers. Ils prévoient une nouvelle marche pacifique de protestation suivie d'un sitting à la présidence de la République le 13 mars 2018 à Cotonou. En rappel, le Conseil des ministres du 28 février 2018 a déclaré illégales les grèves et a opéré la confiscation et les défalcations sur salaire. De plus, l'absence au poste des grévistes est considérée comme un abandon de poste. Ils encourent la radiation selon cette nouvelle disposition. Peu pratique pour leur fonction, mais symbolique. C'est avec notamment des bébés au dos que les policiers ougandais ont sensibilisé sur le sort des femmes. Pour dénoncer les violences faites aux femmes, les autorités du pays ont défilé dans les rues de Kampala, la capitale. Le pays est classé 115e sur 152 par le Programme des Nations Unies pour le développement en matière d'inégalité des sexes. Solène Duplessis. Un pot d'argile sur la tête, un bébé attaché au dos. C'est de cette façon que le policier Francis Ogwen et sa brigade ont défilé le long d'une route très fréquentée vers la capitale ougandaise, Kampala. Dans ce quartier d'Entebbe, une vingtaine de femmes victimes de violences conjugales avaient été retrouvées en 2017. Plus être libre
Récemment, 23 jeunes femmes ont été retrouvées sans vie près d'ici. Nous voulons savoir pourquoi les criminels ciblent les femmes. Les violences domestiques restent très présentes en Ouganda, des violences parfois justifiées par le poids des traditions. En matière d'égalité des genres, le pays est classé 115e sur 152 par le Programme des Nations Unies pour le développement en matière d'inégalité des sexes. Des femmes battues, des femmes déshéritées, on leur saisit leurs biens. Tout cela, c'est de la violation des droits des femmes et ça existe toujours dans notre pays au nom de la culture. Nous avons des lois, mais quand il s'agit de violation des droits des femmes, il y a encore un problème. Une marche des policiers qui visait à sensibiliser l'opinion publique sur les violences et les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées au quotidien. La série d'homicides des jeunes femmes dans cette ville d'Entebbe a mis en lumière le fléau des violences conjugales qui concernerait près de 70% des femmes mariées, d'après le Bureau ougandais des statistiques. En République démocratique du Congo, la révision du code minier cristallise les débats. L'adoption de la révision du code par le Parlement à la mi-décembre n'a finalement pas été promulguée par le chef de l'État et le délai de 30 jours a déjà expiré. Une situation qui inquiète les miniers présents dans le pays. Un reportage de notre correspondant Chaka Mboka. Voté par les deux chambres du Parlement congolais en janvier 2018 et en attente de promulgation par le chef de l'État Joseph Kabila, le nouveau code minier est au centre des discussions entre le président de la République et les 7 grands miniers expatriés dont les sociétés sont implantées en République démocratique du Congo. Objet de controverses entre l'État congolais et les miniers, ce code prévoit une augmentation des redevances minières jugée très élevée par ces investisseurs. Le gouvernement a fait 2 grandes innovations, notamment il y a ce qu'on appelle les métaux stratégiques. Donc quand le gouvernement va déclarer un métal qu'il est devenu stratégique, notamment par exemple pour le cobalt qui va devenir un métal stratégique du fait de son importance et de la demande croissante, alors ce métal-là va être taxé à 10%. Il y a donc cette décision qui va être promulguée et qui ne plaît pas justement aux grands opérateurs. Ce sont des enjeux économiques non les moindres dans le nouveau code qui, selon les miniers, ne sécurisent pas leur investissement. Le débat autour du nouveau code minier congolais a d'ailleurs dominé les discussions au forum Indaba tenu en Afrique du Sud en février 2018. L'absence de compromis entre les deux parties peut avoir des conséquences économiques, mais aussi sécuritaires, pensent les observateurs. La crainte que j'ai, c'est une crainte que ceux qui n'ont pas obtenu par des voies officielles, c'est une fille changer les règles des jeux pour être opérationnelle, que d'autres mafieux puissent en profiter pour obtenir ça par la voie des conflits armés. C'est la crainte qu'il y a parce que les ressources naturelles dans notre pays ont fait l'objet de plusieurs conflits et ça c'est depuis 20 ans. Les miniers veulent profiter des discussions avec Joseph Kabila pour demander une nouvelle lecture de cette loi. Premier producteur de cobalt qui a dépassé les 75 000 $ la tonne en février 2018, le pays focalise ainsi l'attention des multinationales et veut profiter de cette embellie pour asseoir son économie très dépendante des matières premières. Comment le président de la République va réagir aux pressions des miniers? La question reste posée. À l'image de toute la partie de Nord-Mali, la région d'Ougaoué, secouée par la recrudescence des attaques terroristes, à Ménéka et ses environs, les populations sont habitées par la peur de la violence exercée dans la zone par les groupes armés. Afin de se protéger, les habitants traquent désormais les insurgés. Ibrahima Djoumaba. Dans cette région agro-pastorale du Nord-Mali, les populations ne dorment plus dans la quiétude. Elles font face à la recrudescence des attaques terroristes. Dans ce village distant de la ville de Ménaka de 80 km, les habitants vivent dans la peur depuis plusieurs mois étant confrontés aux terroristes. Ici, certains de leurs proches ont été tués et d'autres enlevés par les insurgés. Ils sont venus et ont pris de force mon mari, puis l'ont accusé d'être un voleur. Quand ils le prenaient, je le retenais pour qu'il ne parte pas. Alors, ils ont pointé leurs armes sur moi et m'ont menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir.
Ils sont venus ici et ont tout pris. La voiture et les vêtements, ils n'ont rien laissé. Ils ont tué 3 personnes, puis sont allés à l'épicerie. Ils ont cassé et tout vandalisé et ont volé toutes les marchandises et de l'argent et sont partis. À l'absence des forces de défense et de sécurité maliennes, les militants touaregs du mouvement pour le salut de l'Azawad, un mouvement politique et militaire, s'interposent pour protéger la population civile. Les membres de ce mouvement effectuent des patrouilles dans les zones reculées de Menaka vers la frontière avec le Niger. Parce que les pauvres qui viennent dans les villages, qui pillent des boutiques, qui assassinent des civils, qui prennent des pauvres populations en otage, et ne sont que des simples bandits et des mafias, c'est la raison pour laquelle nous sommes à leur poursuite et on les traque. Au cours des derniers mois, les groupes armés affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda ont multiplié leurs attaques contre les civils, l'armée malienne et les casques bleus au centre et à l'est du Mali. 6 soldats maliens ont été tués près de la ville de Djoura le 27 février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.